Bienvenue sur Mama Librée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Roinard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interviews d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec excès. Des repas plus lourds, plus longs, des aliments plus riches. Souvent, notre système digestif est mis à rude épreuve et on le sent à la rentrée. Pour vraiment venir soutenir votre système digestif, le travail de votre foie, remettre un peu d'ordre dans votre microbiote intestinal, je vous recommande l'utilisation du Pianto. Cette boisson à base de lactofermentation de betterave qui va venir vraiment nourrir votre système digestif, votre microbiote intestinal, vous apporter de nombreux micronutriments, notamment du magnésium, et ainsi limiter le niveau de votre fatigue, mais aussi améliorer la digestion, peut-être les ballonnements dus à ces excès alimentaires. N'hésitez pas à retrouver Pianto sur pianto.fr et à utiliser le code MAMALIBRÉ qui est le 014 73. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle cure. Bienvenue Sarah dans le podcast Mama Librée. Merci Anaïs, bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce premier épisode de 2024. Déjà, très belle année à tous et à toutes. Et voilà, 2024, comme je le partageais avec toi Sarah, va être une année de changement. Même pour Mama Librée, il y a beaucoup de projets en cours et à venir. J'aurai plaisir à vous partager prochainement. Aujourd'hui, en plus, je suis trop heureuse de te recevoir pour que tu nous parles un peu déjà, que tu te présentes à nos auditrices, à nos auditeurs peut-être, pour parler de ta vision d'accueillir la vie, de créer la vie en conscience. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es, comment tu œuvres dans ce monde. Oui, avec joie. Déjà, je suis très honorée de faire ce premier épisode de Maman Librée de l'année 2024. Toujours un petit peu émouvant quand même de lancer l'année. Et du coup, ma vision du monde et qui je suis, je m'appelle Sarah, je vais avoir 30 ans à la fin du mois. J'ai ajouté mon rôle de maman, ma casquette de maman en 2023. C'est assez récent puisque ma fille, elle a 8 mois aujourd'hui. Enfin, il y a 2 jours, elle a eu 8 mois. Euh, Et j'ai plein d'autres facettes dans mon quotidien. Professionnellement, je me définis comme facilitatrice d'espaces de conscience, c'est-à-dire que j'anime beaucoup d'espaces d'ouverture en fait à plus grand, à d'autres réalités. En tout cas, c'est pas forcément celles qu'on voit avec les yeux. Pour les ramener ensuite dans le quotidien, bien sûr, mais j'anime des choses avec des outils comme le yoga, les pratiques chamaniques, la méditation, la respiration. Je m'oriente de plus en plus vers des entrepreneurs qui ils arrivent à concilier justement cette vision de la vie avec développer dans la matière, recruter, développer des projets qui ont vraiment un impact en fait, parfois même assez grand sur nos sociétés. Donc j'ai cette facette-là, je suis lyonnaise aujourd'hui, mais une de mes intentions pour 2024, c'est quand même de déménager dans plus de verdure. Donc j'espère que ça ne va pas trop durer, même si j'aime Lyon de tout mon cœur. Pas mal de croyances. En tout cas, j'ai une spiritualité, c'est sûr, qui est assez assumée, on va dire ça comme ça, parce que je pense que tout le monde est spirituel, mais après, on en a conscience et on l'assume plus ou moins. Du coup, j'ai ça, j'ai cette conviction qu'on est tous reliés, que tous les éléments dans le vivant sont reliés. Et en découlent quelques croyances, notamment celles dont je pense qu'on va parler aujourd'hui, mais que un bébé, c'est pas forcément un bébé qui arrive vierge, c'est une âme qui s'incarne à travers le corps d'une mère qui naît ensuite avec déjà un certain bagage, en tout cas une conscience qui est déjà là, qui est déjà ancienne parfois. En tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter ces dernières années et demie entre la grossesse, l'accouchement et puis l'arrivée de ma fille du coup depuis quelques mois. J'ai cette croyance-là, j'ai aussi cette croyance que j'ai un podcast aujourd'hui du même nom, Graines d'étoiles, mais on a tous une petite lumière intérieure, tout autant qu'on est, et qu'il s'agit juste de la révéler dans le monde pour rayonner. Mhm. Voilà en Et quelques mots. justement, on peut commencer par ça. Merci de t'être présentée sur la notion
bah voilà, d'âme qui s'incarne. Comment toi tu l'as expérimenté? Alors je sais qu'on avait partagé ensemble et t'en parles justement dans ton podcast Graines d'étoiles, que je vous invite vraiment à écouter sur accueillir la vie en conscience. T'as un épisode qui s'appelle comme ça. Tu parles du processus pour devenir mère, que c'était pas forcément quelque chose d'évident. Et voilà, pour toi, tu t'es pas dit tout de suite, c'est pas une évidence que devenir mère, ça ferait partie de ton processus de vie. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que moi, ça a été mon cas aussi. Et contrairement à d'autres amis ou dans mon entourage, amis au féminin comme au masculin, je me souviens à la vingtaine, c'était pas du tout mon projet de vie de me dire, voilà, dans mes paramètres, avoir des enfants, le truc à checker, quoi. Même, j'avoue que c'était plutôt quelque chose je me dis, ah bah si j'ai pas d'enfant, c'est pas non plus très grave. Tu vois, j'en étais plutôt là. Ouais, moi j'en étais vraiment là aussi, à 20 ans en tout cas. À 20 ans, je voulais vraiment pas cocher cette case. Moi, j'étais absolument en admiration de Simone de Beauvoir à 20 ans. Hmm. Je lisais régulièrement tous ses livres et du coup j'étais là, ah bah non, bah pour avoir une vie libre, épanouie, c'est mieux de pas avoir d'enfants. Et puis je vais faire un master en philosophie comme elle, comme ça, voilà, j'étais vraiment là-dedans. Alors j'espère que toujours que je ferai un master en philosophie un jour, mais en tout cas j'ai quand même pas mal changé d'avis entre 20 et 30 ans du coup. Hmm. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est la rencontre avec mon compagnon. Parce que lui, pour le coup, c'était vraiment un truc qu'il voulait. Et quand il me l'a dit, au bout de... On était au tout début de notre relation, en plus, ça faisait pas très longtemps. Quand il me l'a dit, j'étais un peu genre, bon, est-ce que je pars tout de suite ou pas? Parce que moi, c'était Le vraiment moment de courir, c'est le pas moment clair. que je répète. Vraiment pas dans mes objectifs de vie. Et j'étais là, bon, le mec me dit déjà qu'il veut des enfants. Alors, pas tout de suite, mais il assumait clairement que ça faisait partie de son chemin de vie. Et moi, j'étais là, bon, je suis pas sûre. Et puis, en cheminant avec, j'étais là, bon, pourquoi pas? Et en fait, c'est devenu une évidence au moment où j'ai perçu l'âme Hmm. du bébé qui venait s'incarner, où je l'ai perçu 2 ans avant de tomber enceinte, donc autour de 27 ans, ça doit être quelque chose comme ça, si je me repère bien. Et là, en fait, quand je l'ai perçu, j'ai su dans toutes les cellules de mon corps, en fait, que c'était, ouais, effectivement, c'était bien mon chemin de vie, mais en plus, c'était vraiment un truc qui allait... euh, enfin, je pense que c'est fort pour tout le monde, mais que j'avais vraiment choisi et besoin de vivre, en fait, dans cette vie-là, en tout cas. Hmm. Ouais. Moi, je me Et- suis vraiment rendu compte aussi de ça quand, en fait, mon fils, je suis tombée enceinte de mon fils au moment même. Donc, déjà, je pense avant. Je sentais en effet qu'il se passait quelque chose, qu'il y a quelque chose qui était en préparation, alors que j'étais pas du tout dans ce projet-là. J'étais même encore en études de naturopathie. Enfin voilà, donc dans ma vie, c'était pas le timing idéal, on va dire. Et pour autant, même au moment de la conception, j'ai su que c'était maintenant. Enfin vraiment, et je me suis dit là, j'ai senti quoi, c'était fou. Et tu as partagé dans ton épisode de podcast vraiment. Je sais plus à quel moment tu as su que tu étais enceinte, mais moi, je l'ai su dans mon corps et je n'ai pas dormi de la nuit après cette intimité amoureuse avec mon mari, quoi. C'était fou parce que j'ai senti, je savais que là, j'étais enceinte. Alors moi, je l'ai pas senti le jour même. Je pense que j'étais un peu dans le déni, honnêtement. Pourtant, c'était choisi, voulu. Mais c'était, on était en vacances et on était au tout début des vacances et j'avais juste envie de profiter parce que je savais qu'on allait probablement accueillir un bébé dans les mois qui venaient. Je savais que ça allait pas être très long pour nous. Enfin, l'attente allait pas être très longue, la conception. Et donc, je l'ai pas su tout de suite. C'est monté un peu crescendo pendant tout le road trip qu'on a fait en fait parce que j'avais plus les mêmes envies alimentaires, Hmm. des choses comme ça. Et en fait, au bout de 15 jours, je me suis retrouvée à vomir, pardon si vous écoutez ce podcast en gens, mais à avoir des nausées très fortes. Et là, j'ai pas eu besoin d'un test de grossesse, effectivement, je savais que c'était là. Et comment tu as vécu donc toi ce processus justement de d'aller vers la maternité, d'aller de justement avec cette notion de la spiritualité, d'accueillir une âme, comment c'était pour toi? Est-ce qu'il y a eu un décalage important entre ce que tu t'étais dit, imaginé et ce que tu as vécu? Alors, oui et non. C'est très particulier, c'est une très bonne question parce que vraiment, ça m'a porté pendant toute ma grossesse, ce décalage. Est-ce que j'avais imaginé, est-ce que je percevais de l'âme et en même temps, bah, la réalité d'une grossesse qui est quand même physique, Mhm. qui est bien un processus physiologique même. Et,
Du coup, j'avais fait la rencontre de l'âme avant, j'étais capable d'échanger avec elle avant d'être enceinte et du coup pendant que j'étais enceinte aussi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup portée, rassurée parce que moi j'avais une peur, j'avais pas du tout envie d'être enceinte, de vivre ça et j'avais une peur bleue de l'accouchement. Donc je Hmm. pense que cette connexion m'a quand même vachement rassurée et permis de prendre des décisions avec plus de confiance que ce que j'aurais pas. Enfin, ça m'a vraiment apporté ça. Et aussi parce qu'on en parlait tout à l'heure, j'avais conscience que le bébé ressentait tout. Hmm. Aujourd'hui, elle se souvient encore des personnes, par exemple, qu'elle a rencontrées pendant que j'étais enceinte, dont tu fais partie. Euh, mais j'avais du coup Ouais, cette espèce de déculpabilisation de oui, mais en fait, elle sait ce qu'elle fait aussi en venant avec nous. Elle sait ce qu'elle fait, elle choisit aussi les moments pendant la grossesse où elle est là. Enfin, il y avait une forme de déculpabilisation aussi. Bah oui, ok, bah, je suis déjà pas parfaite, mais elle le sait, Hmm. elle choisit et elle a cette conscience-là encore aujourd'hui. Donc ça, c'était une forme de déculpabilisation. Et puis après, le décalage, je le retrouvais beaucoup au niveau physique parce que j'ai une grossesse où j'ai été malade pendant 9 mois. Hmm. Donc ça, j'ai pas eu de problème de santé particulier, d'inquiétude pour le bébé et tout, mais moi j'ai quand même vomi pendant 9 mois. Donc j'ai eu très peu d'énergie et sur la fin, les 2 derniers mois, je pouvais même plus marcher. Donc c'était quand même assez long et du coup j'avais à la fois cette conscience de l'âme qui était très belle, très pure, et vraiment un lien d'amour déjà, et en même temps une entrave physique dans mon quotidien qui était un peu à l'opposé quoi. Ça t'a vraiment demandé de ralentir. Ah bah oui, Ça, c'est bah, de toute façon, le jour où elle s'est intégrée, elle a décidé de s'incarner, ça a été un processus de ralentissement long. Compliqué parce que j'ai beaucoup lutté en fait, hein, parce que pour moi, c'est pas dans ma personnalité de ralentir. J'entreprends sur plusieurs sujets, sur plusieurs partenariats. Enfin, en plus, je suis professeure de yoga en plus, donc c'était très compliqué d'assumer les cours en parallèle. Mais donc je suis tombée enceinte en août et au bout de 15 jours, j'ai su que j'allais devoir ralentir et ça a été un long, long process, quoi. Hmm. Tout à l'heure, tu évoquais la notion, le fait que tu avais très très peur de l'accouchement. Qu'est-ce qui te faisait peur en fait dans l'accouchement? Je pense que j'avais entendu beaucoup de récits d'accouchements qui se passaient pas bien. Il y a Hmm. notamment une libération de la parole qui est très chouette autour de ça ces dernières années, mais qui du coup est quand même un peu anxiogène parfois. Bien sûr. J'avais peur de ça. Moi, je sais que pour ma mère, ça s'est pas très bien passé, sans avoir de détails parce que elle n'en parle pas. C'est quelque chose Hmm. de l'intime pour elle qu'elle n'est pas prête à partager. Donc j'avais un peu cette espèce de tabou autour de quelque chose qui me semblait quand même assez naturel. Et d'ailleurs, j'ai choisi d'avoir une approche physiologique parce que pour moi, c'est quand même un moment physiologique, pas Mhm. médical à la base. Euh, Pas forcément, en tout cas médical. Donc j'avais un peu cette peur-là, ouais, un peu inconsciente et en même temps, ouais, la peur de mourir, clairement, Hmm. et en même temps, on meurt forcément pendant un accouchement, au moins symboliquement, quoi. Hmm. C'est vrai. Il y a une renaissance. Moi, je me souviens vraiment de cette notion de renaître à moi-même aussi. Clairement. Il y a une partie de moi qui est née au moment où chacun de mes enfants sont nés. Mm. Ah, ça le fait aussi pour les autres. Moi, je n'ai pas Ah encore oui, eu. vraiment. Oui. Moi-même, ma Mais deuxième oui, qui était une petite fille, vraiment, je me suis dit, ah ouais, encore autre énergie, quoi. Elle est venue déployer encore autre chose à un autre endroit, à un autre niveau dans qui j'étais. Et ça me fait rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de la notion de culpabilité qu'on peut avoir parfois, et surtout dans notre société où il y a une injonction forte à être un bon parent. Il y a eu beaucoup de choses avec l'éducation bienveillante. Alors, c'est génial, je trouve, parce que ça manque encore terriblement, même dans le système scolaire, dans tous les milieux, sur chaque échelle. Vraiment, ça manque la bienveillance envers les enfants. Mais parfois, eh ben, ça met aussi beaucoup de pression en tant que parent. Mm. Et il y a aussi des situations, moi je reçois parfois des mamans qui se retrouvent dans des situations, soit des séparations, soit qui vivent des deuils, soit bah voilà, la vie en fait, et peuvent être dans une forme de culpabilité parce que c'est pas tout parfait. Mais en fait, la vie, elle est loin d'être parfaite. Et ça me fait vraiment croiser ce que tu disais de on s'est choisi aussi, et cette âme, elle est venue. On se choisit mutuellement et on s'est choisi pour. Il y a des choses qu'on a à apprendre en se rencontrant et vraiment bah voilà, moi j'ai mon histoire personnelle et l'a fait que, en tout cas pour mon fils aîné,
il y a eu des moments où je me suis dit, ah oui, j'ai perçu qu'il portait certaines de mes blessures qui n'étaient pas liées à son histoire de vie, mais à la mienne. Et ça m'a au début apporté de la culpabilité. Et ensuite, je me suis dit, ben non, en fait, il m'a choisi aussi, sans doute, aussi pour ça. Mm. Parce que sans doute, il y a quelque chose pour lui aussi à les libérer, où il y a aussi sans doute des thématiques liées peut-être à d'autres vies ou quoi, qu'il est venu guérir à travers moi. Ouais. Bah, complètement. Et moi, c'est ce que j'ai très vite perçu d'elle et puis aussi de moi par rapport à ça m'a aidé aussi à remonter tout le fil de mon histoire et à faire la paix, hein, avec les parents que j'avais choisis aussi à un certain moment de ma vie. Mais Mhm. c'est hyper déculpabilisant parce que, en fait, je pense qu'une âme qui s'incarne, elle a pas tous les détails de sa vie, mais effectivement, elle a la vibration de ce qu'elle doit vivre. Bien Et sûr. après, en fonction des choix qu'elle fait, parce qu'on a quand même une part de libre arbitre, c'est en gros, ça va plus ou moins vite dans ce qu'elle a choisi de vivre et dans les expériences qu'elle attire. Et du coup, ben, je peux pas contrôler en fait déjà ce que je vis moi. Je peux pas contrôler non plus ce que vit mon enfant. Elle a choisi de s'incarner dans une famille. Oui, par exemple, nous, dans nos deux familles, il y a quand même la blessure de l'abandon qui est très prégnante. Elle la porte. Elle va l'expérimenter à sa façon, pas forcément de la même façon que nous. Moi, je peux travailler sur moi, peut-être faire en sorte qu'il y ait certains schémas qui s'arrêtent avec moi, Bien sûr. de notre histoire familiale. Mais elle, malgré tout, elle, si elle s'incarnait, c'est que c'est pas un être éveillé totalement, et qu'elle a quand même choisi cette expérimentation vraiment matière pour vivre certaines choses. Donc moi, ça m'apporte une forme de déculpabilisation, en tout cas sur le fait de contrôler des expériences qu'elle va vivre qui ne seront pas toujours forcément agréables, j'en suis consciente. Bon, après, je suis quand même une maman au XXIe siècle, en 2023, où je me prends pas mal la tête sur le bio, par exemple, dans ses repas encore. Un truc Hmm. que j'ai du mal à lâcher. Alors que des fois, ça m'apporterait beaucoup plus de confort en changement mental. Ouais, j'entends. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui t'a... Donc, j'entends que dans ce que tu partages, c'est que cette notion de connexion à l'âme de ton bébé durant la grossesse, elle t'a permis aussi de rester dans la joie d'accueillir cet enfant, alors que physiquement, bah, c'était difficile. Enfin, parfois, ça peut nous mettre dans une forme de tristesse ou de aussi baisser beaucoup, tu vois, notre joie d'accueillir cette vie quand on est malade, quand on est fatigué, quand on n'a pas l'énergie aussi de faire ce qui nous porte à cœur. Ouais, clairement, ça a permis d'entretenir une certaine forme de joie. Ça a permis aussi d'entretenir une certaine forme de sérénité. Par exemple, j'ai jamais eu peur que ça se passe mal physiquement pour elle ou Hmm. qu'elle se retourne pas. Enfin, bref, c'est quand même assez angoissant. Une grossesse, on est quand même très suivi, comme si on C'est était vrai. très très malade. Et moi, du coup, avec cette connexion, je savais vraiment que tout allait bien. Je l'ai senti bouger très vite au bout Hmm. d'un mois. Parce qu'en fait, c'est une énergie qui se déplace dans le corps. Donc, quand on sait, Complètement. quand on la repère, en fait, il n'y a pas besoin d'attendre enfin, que le bébé donne des coups. C'est Hmm. possible de se sentir bien, bien avant. Et ça, c'est cool d'apporter un peu de conscience là-dessus parce que sinon, c'est un peu bizarre d'avoir un truc qu'on ne sait pas. C'est vrai. J'imagine. Comment justement, tu guiderais des personnes qui auraient à cœur, qui auraient le désir d'être plus connectées de cette manière à l'âme de leur bébé, tu vois, mais qui n'auraient pas les clés, qui ne sauraient pas trop comment faire, quoi faire. Comment tu les amènerais vers cette connexion, vers cette conscience de la vie? Ouais. Alors déjà, il y a quand même un truc que je partage, que c'est à mon cœur de partager. Je pense que les femmes enceintes sont globalement naturellement connectées, même si elles n'en ont pas conscience. Mm. Et pour toutes les mamans qui ont déjà été mères, c'est pas du tout un prérequis d'avoir ça. Enfin, c'est pas, enfin, je veux pas rajouter une culpabilisation si on sent pas son bébé à un mois ou l'énergie, on a Bien raté sa sûr. grossesse. C'est important pour moi de déposer ça. C'est une façon de la vivre qui est différente et je pense que chacun a son chemin. Mais pour ceux qui voudraient s'y connecter éventuellement pour des clés, ben, moi, ce qui m'aidait beaucoup, c'était de créer des temps de communication Mhm. avec le bébé. Donc, Ok. mental, un peu comme une méditation que je faisais avec, en fait, tout simplement, où je me posais, alors soit sur mon tapis de méditation, soit dans mon bain, où je me disais, bah alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Où est-ce que t'es? Mm. Est-ce que t'es bien? Ah, c'est Etc. chouette que tu partages ce que j'ai mis là sur la nouvelle plateforme qui est en cours de création pour Mama Libré. J'ai mis un pack Mama Zen et il y Ouais, a des relaxations et j'ai mis aussi beaucoup, beaucoup de guidance pour guider dans des méditations de connexion à son bébé. trop bien. Parce que Bah, moi, c'est ce qui m'a aidé énormément aussi. J'ai fait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Je trouve que parfois la vie, ben voilà, il y a beaucoup de stimuli, on est beaucoup à l'extérieur.
Moi, je l'ai vécu plus pour ma fille parce que j'avais un premier, donc beaucoup de difficultés à revenir dans l'ici et Mm. maintenant, ce qui se passait dans mon corps, être en connexion avec mon enfant et tout. Et j'ai créé ces relaxations et ces méditations de connexion Mm. pour moi d'abord, de cette manière-là. Trop Mm. chouette. Bah, c'est un des moyens les plus efficaces, effectivement, de revenir. Et puis, de recentrer sur le corps, ça permet aussi de sentir, du coup, tout ce qui se passe. Et c'est quand même vraiment Mm. chouette. C'est Ouais, c'est là où vrai. on se dit que c'est pas juste un embryon, quoi. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place ou même dans les accompagnements, est-ce que tu as fait des guidances? Enfin, comment tu as fonctionné? Alors, j'ai fait beaucoup d'accompagnement, alors peu énergétique pour le coup, Mm. parce que moi, j'accompagne déjà beaucoup énergétiquement les personnes et je trouvais que ça faisait déjà beaucoup, parce qu'elle était beaucoup avec moi. Donc, Mm. je suis revenue à des accompagnements très matière, très dans le corps, donc par le yoga. Trop Où, bien. même si je suis prof de yoga, je me suis fait accompagner par des profs spécialisés en prénatal sur ça, qui en plus avaient cette même vision que moi de la naissance, de la vie. Donc, du coup, c'était très global quand même. C'était très méditatif aussi, avec beaucoup de connexions, du coup, de guidance, même pendant les séances de yoga au bébé. C'était vraiment des séances pour nous deux, en fait. J'ai fait ça. Moi, ce que je retiens aussi, c'est quand même beaucoup l'accompagnement de mes sages-femmes, qui a Mm. été vraiment merveilleuse en l'empuissancement que ça a pu nous permettre en tant que couple, que mère, que père. Vraiment, c'était chouette avec des échanges réguliers, avec des espaces où on pouvait déposer nos peurs, nos craintes, où elles ont toujours été hyper rassurantes. En fait, elles nous ont donné beaucoup confiance, déjà en moi de porter la vie et de la donner, et puis même dans nos capacités, dans nos intuitions, elles étaient vraiment à l'écoute de ça. Donc je pense que ça compte Ça, beaucoup la façon dont on se fait accompagner Ça, quand même. c'est hyper important, ouais, la façon dont on se fait accompagner. Et j'en profite pour redire ici que quoi qu'il arrive, à tout moment, c'est possible de changer de sage-femme, de personne qui nous accompagne. Vraiment, si ça ne convient pas, et il ne faut pas hésiter à changer, qu'importe où on en est dans la grossesse. Je le redis ici parce que souvent, j'ai beaucoup accompagné de mamans qui, ça se passait pas très bien, ça convenait pas vraiment et qui étaient parfois sixième, septième mois. Et je disais, mais en fait, change. On Mm. s'en fiche, en fait. Change. Va à la rencontre de femmes, de sages-femmes qui t'inspirent, qui te portent, qui te donnent confiance dans ta physiologie, dans la connaissance de ton corps, ton intuition, tout ça, parce que ça nous porte énormément. Et je trouve que ça nous porte pour l'accouchement, mais pour après aussi. Ouais, et ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé, mais ça nous pense clairement pour après d'avoir eu ce processus de confiance déjà pendant la grossesse. Et le dernier truc par lequel je voudrais finir, c'est l'autonomie. Je sais pas trop comment donner une définition médicale de ce que c'est, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, moi, ça m'a aidé en tout cas à faire en sorte que le papa ressente le bébé très rapidement. Bien sûr. Mm. Hmm. Avec c'est la science émotionnelle du bébé, je sais plus, je sais pas ce que si tu pourras compléter, mais Ouais, en c'est gros, vraiment l'autonomie, on va dire simplement, on vient se connecter au bébé en apposant les mains sur le ventre de la maman. Et ça peut être la maman seule ou le papa ou d'ailleurs un autre coparent ou une autre personne hein, de la famille. Et on va venir en fait déplacer sa main pour rentrer en connexion et c'est hyper fort à vivre émotionnellement. C'est très intense puisque souvent, le bébé, on sent que le bébé vient vraiment se coller sous notre main et peut même se déplacer dans le ventre de la maman. C'est très, très puissant. ouais. Et ça, du coup, c'était des chouettes moments de partage pour que le papa ressente aussi un peu, parce que c'est quand même une équipe. Ouais, oui, c'est carrément une équipe. Sur cette notion justement d'accompagnement et tout, est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont accompagné, qui t'ont guidé, ou des podcasts, des écoutes comment tu t'es nourrie durant cette période? Moi, j'ai pas arrêté. Moi, je suis très cérébrale et j'adore apprendre. Mhm. Euh, alors, d'un point de vue lecture, moi, je recommande toujours les BD de Lucille Gomez sur la physiologie de l'accouchement, de la naissance. Euh, Hmm. Ah oui, il y en j'adore. a trois, je me souviens plus Elle est des... là. Moi, j'ai le Ouais, tome un là que j'adore aussi, c'est ouais, celui-ci. ouais. Ouais, elle est top. Il y en a trois. Les trois sont tous vraiment top et c'est Ouais. très Moi, j'ai complémentaire le un. à Mm. l'accompagnement des sages-femmes, même pour pouvoir y revenir, très ludique aussi. Les Mhm. podcasts, bah, j'en ai écouté tous ceux que je trouvais sur la maternité, donc Bliss, la matrescence, même à Libré. J'écoutais beaucoup de témoignages, ça me rassurait en fait d'avoir des témoignages de naissance. J'en ai écouté Bien beaucoup, sûr. beaucoup.
Et après, si je parle de conscience et d'accueillir la vie en conscience, moi, il y a une lecture que je recommande vraiment, c'est Les 9 marches de Anne Givaudan, Mm, j'ai qui adoré. explique le Ouais. processus d'incarnation en fait à travers les 9 mois de la grossesse, qui donne le point de vue de l'âme qui s'incarne en fait, pas forcément des parents, mais qui du coup est hyper fort. En fait, je l'avais lu il y a 3 4 ans déjà, je pense, je l'ai relu pendant ma grossesse. Et c'est écrit d'une telle façon qu'on est, je sais pas, ça s'intègre, il y a comme un message qui s'intègre et une prise de conscience qui s'intègre en même temps que la lecture. Mm. Et Ah ouais, donc, parce que Meroy et Givaudan, ils ont tous les deux canalisé, juste pour une petite parenthèse sur ce livre, c'est la canalisation donc, de ces deux personnes qui ont canalisé une âme qui est en processus d'incarnation. Et il y ouais, a un dialogue, donc cette âme s'appelle Rebecca, si mes souvenirs sont bons, ça fait longtemps que je l'ai ouais, pas lu. au début. Et du coup, ouais, elle raconte à quel point les allers-retours qu'elle fait, avant de rentrer vraiment dans la matière, à quel point c'est compliqué de s'incarner physiquement, de revenir dans l'état de matière quand on est voilà, complètement dans le tout, dans l'unité. Donc c'est très intéressant. Et ça, c'est un point important parce que du coup, comme j'avais lu ce livre, j'avais ça en tête. Et du coup, il y a plein de fois pendant ma grossesse où je la rassurais, cette âme. Mm, Enfin, je sais qu'elle était consciente du process, mais on était là, on est prêt à t'accueillir, on va essayer de te donner tout l'amour qu'on peut. Enfin, il y a une mm. forme d'accompagner aussi le process de cette âme qui est aussi en transition, enfin, exactement de la même façon qu'une Complètement. mère. Et c'était hyper intéressant pour moi. Je sais pas, je peux pas mesurer aujourd'hui l'impact que ça a eu sur elle. Mais c'est quelque chose que je me suis efforcée de faire pendant toute la grossesse et surtout sur la fin, de me dire c'est ok, là, la matière, ça va être cool. Mais c'est hyper important ce que tu dis parce que même si on n'a pas de conscience de ce que ça peut, enfin voilà, on ne sait pas encore concrètement, mais on peut juste se connecter à nous, à quel point, par exemple, et moi je suis hyper sensible à ça, quand on se rend chez quelqu'un, la façon dont on va être accueilli Mais ou non, parfois, pas toujours. Et ben, je sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, je suis très très sensible à ça. Par exemple, là, j'ai beaucoup de monde pendant les fêtes et mon mari il me dit, ah là là, mais tu t'embêtes à faire tous ces lits. Moi, je mettrais juste les draps. Oh, mais non, pour moi, c'est pas possible ça parce que j'aime tellement quand je vais chez quelqu'un, c'est une attention toute particulière de ton lit, il est fait, donc tu es attendu. Donc... et je trouve que pendant la grossesse, c'est ça aussi qu'on fait, de préparer la chambre, et juste de se connecter à ce bébé et de lui envoyer le message de t'es attendu, je suis là, tout va bien, vraiment j'ai envie que tu sois là, quoi. Enfin, c'est même nous, toute notre vie, ça continue de nous porter, ça. mm, ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est bien d'avoir le lead fait, mais aussi de lui dire d'avoir le processus matière et conscience, c'est important. Et non, ouais, moi, ça m'a beaucoup marqué, en tout cas comme notion. Et comme je savais que les transitions, enfin, comme j'accompagne beaucoup d'âmes par ailleurs dans mes accompagnements au tambour, je sais que c'est souvent un point de bascule, en fait, la naissance, Mm, qui crée beaucoup de choses derrière. Enfin, tu dois me rejoindre un peu avec ton approche psycho-gestionnelle, mais sûr. j'avais quand même cette conscience pour avoir accompagné pas mal de gens dessus, que ça cristallise parfois beaucoup de souffrance parce qu'on n'a pas été attendu, parce qu'on n'a pas été accueilli de la façon dont on voulait. Alors, après, ça n'empêche pas qu'on peut pas tout contrôler. Moi, j'ai fait ce que je pouvais et je l'ai quand même pas accueilli de la façon dont je l'aurais voulu. Euh, et elle non plus, probablement. Donc du coup, ça n'empêche pas le contrôle. Mais déjà, je pense que l'intention fait beaucoup de choses, en fait. Je crois beaucoup au pouvoir de l'intention et ça peut, enfin, pas régler, mais en tout cas, créer plus d'amour et de souffrance, Mm, donc, quelles bien que soient sûr. les conditions dont ça se passe. Bien sûr, de lâcher prise sur, de toute façon, le résultat, on n'a pas le contrôle, mais déjà d'être consciente dans le processus et voilà, c'est jamais comme on s'était imaginé, mais juste, je suis consciente de ce que ça peut générer. Et après, aujourd'hui, on a tellement d'outils en plus pour accompagner dans les différents processus de réparation. Mm. C'est infini tout ce qu'il y a. Et comment ça s'est passé alors pour toi justement cette fin de grossesse et l'accouchement? Donc si les 2 derniers mois tu pouvais presque plus marcher, comment t'as réussi à aller jusqu'à la naissance et comment ça s'est passé pour toi? C'était long, c'était long. Je pouvais marcher, mais en gros, au bout de 500 mètres, j'avais trop mal, quoi. Hmm. Donc, j'étais quand même assez limitée. Euh, et puis j'avais des contractions assez fortes aussi. Donc, bon, bref, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres sur les 2 derniers mois, à part la dernière semaine où j'en avais vraiment très marre. Et je voulais que ça se termine, cette histoire, quand même.
Mais ça a été long et en même temps, bon, j'essaye d'en profiter, mais c'est un peu suspendu ce moment où on sait que notre vie va changer pour toujours et en même temps, C'est ça vrai. n'arrive pas. C'est très Euh, particulier. ouais, mais Mm. c'est cool de le vivre à deux. Enfin, moi, j'étais très contente de le vivre à deux parce qu'on est quand même deux lesquels la vie va changer pour toujours. Enfin, même trois avec le bébé, du coup. Et après, moi, j'avais fait le choix d'accoucher en maison de naissance, donc celle de Bourgoin-Jallieu. Super. Mhm. Donc c'est un accouchement non médicalisé dans une structure qui est à côté de l'hôpital. Je crois que tu avais pas mal d'épisodes déjà où tu en parles, hein. Je les ai écoutés Ouais, on en a pendant. fait quelques-uns ouais, sur. En plus, les Pendant- maisons de naissance, c'est un super projet. Ouais. J'espère qu'il va se déployer dans de nombreux endroits en France. C'est pas le cas pour l'instant, il y en a que 6. Puis on est Ouais. des privilégiés d'avoir cette possibilité en Rhône-Alpes. Ah bah clairement, je me suis sentie vraiment privilégiée déjà par l'accompagnement que mes sages-femmes ont fait et puis de la possibilité d'accoucher dans une maison de naissance. Donc du coup, c'est un peu comme à la maison, quoi. C'est un environnement un peu dans un lit. Moi, j'ai donné naissance dans l'eau, dans la piscine, du coup. Je n'avais pas Super. du tout anticipé. Par contre, moi, c'est après la naissance que ça s'est compliqué pour moi, puisque j'ai fait une hémorragie de la délivrance Ok. qui a nécessité du coup une intervention en urgence. En fait, c'est simple, j'ai passé plus de temps en salle d'urgence qu'en salle de naissance. Qui est quand même. Déjà, la naissance pour toi et ta fille, c'est bien passé. C'est au moment de La la naissance pour délivrance, moi c'est et la ma fille, deuxième. c'est super bien passé. La rencontre était assez incroyable. En plus, c'était un peu un bébé de cinéma, je sais pas si c'est-à-dire qu'elle n'avait pas C'est vrai. de vernix, elle n'était pas rouge. Enfin, vraiment, un petit poupon, quoi, genre qui a ouvert les yeux comme ça. Ah. On s'attendait pas à ça, on s'était quand même préparé à. Enfin, ils sont quand même un peu bizarres, les bébés, quand ils naissent des fois. Ouais, c'est vrai, quand ils naissent, parfois, il y a les deux, en fait. Ça Ouais. dépend des enfants, du temps aussi qu'a duré ton accouchement. Ça joue beaucoup. Moi, j'ai passé 2 heures à la maison de naissance, donc Ah oui, ça a ultra été rapide. fait. Ah, du coup, ce qui peut expliquer, mais tes sages-femmes te l'ont peut-être interprété derrière, ce qui peut expliquer, t'as augmenté, entre guillemets, tes probabilités bah oui, d'hémorragie de la délivrance. Tout Pas à fait. beaucoup, peut-être pas assez d'ocytocine, oui. Oui. Euh, Mm. alors, ça a quand même duré 5 heures au total, le travail, Ouais, c'est court quand même, mais mais c'est court. Ouais, c'était ouais, court. Surtout pour un premier, ils m'ont tous dit, oh là là. Surtout pour un premier qui était quand même un peu. génial. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est chouette, c'est que quand ça va vite, c'est que tout se passe Mm. bien aussi. Ouais, 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 c'est clair. Bah, en tout cas, la naissance était très chouette et je suis contente de l'avoir fait physiologiquement avec juste mes sages-femmes, mon mec. Mm. C'était Comment c'était vraiment. pour toi ce passage alors? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui t'a fait aller dans l'eau déjà? Parce que si Mm. tu pensais ne pas aller dans l'eau. Ah, mais j'avais trop mal. J'avais trop, trop mal. Ouais, Du coup, quand elle m'a dit l'eau, ça va faire du bien, j'ai fait oui, donnez-moi tout ce que vous voulez. ouais. Je suis prête à tout. Effectivement, dans l'eau, alors ça faisait pas moins mal en fait dans l'eau, mais ça ralentissait un peu le rythme des contractions, ce qui Mm. fait que j'ai pu récupérer entre de Ah ouais. l'énergie pour la fin. Mm. Parce que en fait, moi, comme ça a été très rapide, j'ai eu des contractions à 2 minutes dès le début en fait. Ok. Euh, Ouais, t'as pas eu une montée du coup même non, au niveau pas du de. tout. Ok. Donc j'ai eu du mal à les gérer en termes de souffrance, clairement. Bah oui, normal parce qu'il n'y a pas eu le temps, les hormones n'ont pas eu le temps de se mettre Non, ouais, en route quoi. Donc non, t'as pas eu ton endorphine naturelle. non, Enfin, pas t'as du pas eu tout. ta morphine naturelle qui est Non. l'endorphine. Pas du tout. Donc du coup, Mm. l'eau m'a beaucoup, beaucoup aidé à reprendre la force et vraiment de la conscience de mon corps pour dire, OK, là, en fait, la tête est là, il faut y aller maintenant. Mm. Mais du coup, c'était intéressant parce que du coup, j'avais cette conscience de l'âme. Je lui parlais pendant tout le process. Je lui avais même demandé d'attendre sur le trajet parce que du coup, on avait 40 minutes de trajet quand même. Mm. Je sentais bien que j'étais quand même en fin de travail, enfin que ça allait être rapide. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, attends, ne viens pas dans la voiture, s'il te plaît, quand même. Je me souviens, c'était un jour de pleine lune. Je voyais la pleine lune en pleine nuit. Et du coup, il y avait quand même ce process de, OK, il y a l'âme qui va s'incarner là maintenant, elle va s'attacher au corps. Et en même temps, mais moi, j'ai tellement souffert physiquement et Mm. c'est dur. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir dû accepter de mourir, en fait, clairement, d'une certaine part de moi, pour pouvoir me laisser traverser et ouvrir en deux, en fait, à la fois Mm. spirituellement, à la fois bah, physiquement. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Donc, il y avait vraiment les deux. J'avais beaucoup entendu des récits très spirituels de naissance où c'est parfois presque orgasmique. Alors, peut-être que ça existe. Moi, j'ai quand même été pas mal rattrapée par la réalité physique Mm. du process. Moi Euh, aussi, je m'étais beaucoup intéressée à la naissance orgasmique. Je t'avoue, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, quoi?
mais quelle arnaque, j'avais déjà accouché de mon fils et je me disais, alors moi, j'ai pas du tout, j'ai accouché 2 fois physiologiquement, mais c'était pas du tout orgasmique. Quoique pour ma deuxième, j'ai vraiment touché du doigt ça. Hmm. Vraiment beaucoup plus que pour le premier, où je me suis rendu compte que aussi, ce qui a généré, je pense, une grande partie de mes douleurs, c'est que j'avais très peur de Hmm. cette... C'était tout inconnu. Il y avait une part en moi qui avait peur, quoi. Peur de tout, en fait, tout ce qui allait se passer, peur de physiquement ne pas y arriver, de pas tenir. D'ailleurs, je me souviens à un moment de le dire à ma sage-femme, je ne vais pas y arriver, en fait. Hmm. Et... Bon, La j'étais dans la phase de la désespérance. phase de désespérance. Moi, je crois que Je j'ai vais dit, mourir, oui, oui, oui. je C'est crois que j'ai dit, normal. Ah ouais, ok, c'est cool. ça ne finit jamais cette histoire. Non, moi, ça a été rapide, franchement. Je sais pas comment font les gens pour qui ça dure des heures. Bah, parce que t'as pas été, t'as pas bénéficié autant du bain hormonal. Quand ça dure longtemps, ça monte en fait. Hmm. Il y a une plus longue montée et du coup, quand ça monte, de plus en plus d'ocytocine, donc de plus en plus d'endorphine, qui est la morphine naturelle. Et moi, Hmm. clairement, j'avais demandé à mon mari de filmer certains moments. Je suis shootée, le plus gros shoot de ma vie. Je suis clairement, je plane quoi. Je suis plus Ok. là. Donc, oui, il y avait les vagues, c'était intense physiquement, mais je peux pas dire que j'étais dans la douleur. Hmm. C'était une notion plutôt d'un volume, d'intensité. Et après, entre chaque contraction, je m'endormais. Mais je me rendais même pas compte, mais je dormais. Genre, Guillaume me dit, non, mais tu ronflais. Entre chaque, tu dormais, quoi. Bon, ça me semble impossible, mais écoute, Et si oui, j'entends donc, Diane, je me câblerai peut-être sur ça parce que je pense que la peur de la nouveauté a beaucoup joué, moi, dans mon cas, quand même, hein. Ça me bien résonne sûr, vachement ce que tu dis. je Parce que comprends. j'avais beaucoup exploré l'accouchement et je savais que ça pouvait bien se passer, mais j'avais quand même, je pense, en fond, tous ces trucs qui pouvaient mal se passer, quoi. Ouais, je comprends. Et puis, Et bah, donc après, elle est sortie, elle est née, et après, donc, hémorragie de la délivrance au moment où le placenta est sorti. ouais. Donc, Mm. hyper rapidement. En fait, quand je suis sortie de la piscine, je me suis vidée de mon sang. Mm. Donc j'ai quand même eu 20 minutes, je pense, avec elles, où elles ont essayé d'autres méthodes pour que ça reparte, enfin pour que l'utérus se contracte normalement, parce que je crois que c'est surtout ça le problème. Ouais, c'est ça. En fait, Euh, juste pour petite parenthèse pour celles qui nous écoutent et qui n'ont pas entendu parler de ça, le plus grand risque dans l'accouchement, c'est ce moment-là. Donc, c'est pas vraiment la naissance de l'enfant, c'est le deuxième accouchement qui est le placenta qui doit sortir et il doit sortir intégralement. Et pour cela, l'utérus se contracte de nouveau, et ça peut être aussi pas toujours confortable, hein, se contracte de nouveau et pour expulser le placenta. Et si ce placenta ne s'expulse pas, il y a un petit morceau qui reste collé, par exemple, à la paroi de l'utérus, et ben, ça crée une hémorragie puisqu'il n'arrive pas à bien se recontacter. Et du coup, ça continue de saigner, quoi. hmm, Donc, il y a une intervention, on appelle ça, on peut venir même, en effet, par une technique manuelle, la sage-femme peut carrément aller, donc j'ai le mot là qui m'échappe, révision utérine. à la révision utérine, je te remercie, aller chercher ce bout manquant et pour que rapidement ça cesse. Et si c'est pas possible, eh ben, en effet, il y a une intervention qui est nécessaire. Ouais, exactement. C'est le plus grand point c'est le risque majeur dans l'accouchement. Ouais. Alors ça, je le savais, j'avoue que je pense, en physio, quand on est physio, quand on n'a pas de péridurale, je crois que ça réduit le risque quand même. Oui, énormément. Mm. Donc j'avoue que c'était pas du tout un scénario que j'avais en tête. Hmm. Heureusement, on les a pas tous, hein, Mais sinon heureusement, on les a après. pas tous, effectivement. Moi, j'étais là, au bébé sorti. Je savais qu'il y avait une deuxième naissance, mais j'avoue que je j'avais pas du tout anticipé que c'est. En plus, à la maison de naissance, on est censé rentrer chez nous quelques heures seulement après avoir donné la vie. Donc, j'étais vraiment, ok, on est là, ce soir, on est à la maison, tout va bien. Bon, bah non. Quand même une intervention, mais les sages-femmes ont été hyper zen. Et du coup, ce qui est bien avec la maison de naissance, c'est que du coup, c'est à côté de l'hôpital. Complètement. Tu as une porte battante ou deux à Ouais, traverser et tu es à l'hôpital, donc ouais. Donc, j'ai été tu pris en changes charge. juste de pièce finalement. Exactement. Alors par contre, on change aussi d'ambiance, dans la Bien mesure où sûr. d'un coup, on se retrouve avec 10 personnes autour dans un environnement médicalisé où le corps devient objet, plus sujet. Hmm. Donc ça, c'était assez violent. Je l'ai très mal vécu, très honnêtement. Ça a été long pour moi J'imagine. de guérir de ça. Ça a été... Et en même temps, j'ai vite compris, en fait, avec la forme de conscience que j'avais, la connexion avec ma fille que j'avais, ben, j'ai vite compris pourquoi elle aussi, elle avait besoin de vivre ça dès le jour de sa naissance, d'être séparée, en fait, de moi rapidement. Parce que du coup, Hmm. pendant la révision utérine, ils me l'ont pris pendant 1 heure. Alors, elle était avec son papa, hein.
Mm. J'ai pas pu l'avoir sur moi pendant 1 heure et ça fait partie de notre histoire aussi, quoi. À Bien trier. sûr. Mm. Et est-ce que justement, tu pourrais donner quelques tips, peut-être pour terminer, de comment toi, tu as entamé ce processus de guérison? Il y a souvent des témoignages de femmes qui, bah là, toi, c'est pas l'accouchement, c'est plutôt la suite. Mais parfois, ben, moi, j'entends beaucoup de femmes qui me disent, bah oui, ça s'est pas passé comme je voulais. Ou, comment tu as fait pour guérir de ça? Entamer ce processus de guérison, en tout cas. Hmm. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Ça m'a quand même reconnecté à une forme de puissance d'accoucher physiologiquement, en tout cas comme je le voulais dans la première partie. Vraiment dans mes cellules, dans mon corps, de sentir cette puissance, je ne l'ai pas perdue derrière, donc ça aide quand même à se reconstruire. Hmm. Après, c'est l'accompagnement que j'ai eu toujours avec mes sages-femmes, avec énormément de bienveillance, de soutien et de respect de mon intuition. Et puis, je me suis aussi fait accompagner assez rapidement par donc une thérapeute qui me suit depuis des années en énergétique, mais aussi une autre qui fait des soins Rebozo, qui ancre, qui célèbre le passage en fait de la femme à la mère. Euh, je sais pas si c'est ça, enfin, je sais pas quel élément en particulier m'a permis de guérir, mais en tout cas, enfin, du coup, j'ai vraiment Tout marqué le peut-être. passage en le ritualisant, en le célébrant. Ce qui fait que, ok, ça s'est pas forcément passé comme j'ai voulu, mais déjà, tout le monde est en bonne santé aujourd'hui. Euh, j'ai quand même cette connexion à la puissance que j'ai gardée, enfin, que je conserve même encore aujourd'hui. Et je me suis sentie vraiment accompagnée en tant que mère dans ce passage, en fait, grâce à ces petits rituels que j'ai mis en place, ces accompagnements que j'ai trouvés. Hmm. Du coup, ça m'a aidé à faire le deuil assez rapidement. Enfin, je pense en tout cas que ça m'a aidé à faire le deuil rapidement. Et puis je voyais bien, enfin j'ai aussi vite compris pourquoi c'était, enfin les aspects positifs entre guillemets de ça. C'est comme j'ai perdu beaucoup de sang, du coup j'étais très faible après la naissance. Et en fait j'ai pas pu quasiment bouger pendant 3 semaines, mais en fait c'était parfait pour Mhm. moi parce que moi vu ma personnalité, si j'avais pas eu ça, je pense que au jour 2, je retournais à ma maison quoi. Mhm. Où je Je retournais vois. faire des trucs et du coup genre j'étais là bon bah en fait c'est bien, ça me force à rester immobile, à me concentrer que sur mon bébé, la façon dont je l'allaite, enfin ce qui était un peu frustrant et en même temps ce qui m'a aidé à faire une transition douce, je pense. Ça t'a permis, ouais, de te mettre en hyper disponibilité. Ouais, Est-ce que tu dirais que ça a eu cette séparation d'1 heure, elle a eu, t'as senti que elle avait un impact sur ton lien d'attachement à ta fille? oui. Ok. Et comment t'as ressenti ça? Comment tu l'as vécu? Et comment justement t'as pallié à ça après? En fait, je me suis aperçue très rapidement que moi, du coup, j'avais très peur de pas être là pour ma fille. Parce que du coup, Hmm. j'avais quand même ancré. Alors, j'ai pas une hémorragie très grave, pas besoin d'être transfusée, mais j'ai quand même, pendant quand même 1 heure, je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être mourir là. Ok. Et du coup, ça a été très prégnant les 2, 3 premiers mois en postpartum de me dire, en fait, ça se trouve, je vais mourir, donc je peux pas être seule avec elle, par exemple, je peux pas être suffisante pour elle parce qu'il peut m'arriver un truc à tout moment. Hmm. Ce qui en vrai est vrai, hein, il peut m'arriver encore un truc à tout moment, mais j'ai énormément dû travailler sur ça parce que du coup, j'avais peur de prendre ma place, entre guillemets, de mère à 100% parce que je me disais, en fait, c'est mieux qu'elle reste avec son père, au moins, il risque pas de mourir. Hmm. Eh Factuel. oui, Le ok. raccourci que je m'étais fait, c'était un peu ça. Et du coup, bah, j'ai énormément travaillé ça, j'en ai énormément parlé dès le départ, je me suis fait accompagner là-dessus parce que je l'ai vite perçu, je faisais de l'hypervigilance plus plus. Elle, je sais que du coup, elle a eu très peur de me perdre aussi. En fait, c'est Bien quand j'ai sûr. réalisé qu'elle avait eu peur de me perdre que j'ai aussi réalisé que j'aurais pu la perdre. Hmm. Euh, et en fait, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que c'était pas volontaire. Enfin, j'ai considéré que même si c'était un bébé, elle avait encore cette conscience et que je pouvais lui en parler, que ce serait pas un tabou et que ça voulait pas dire que que je serais pas là pour elle là, pour la suite, quoi. Hmm. Je Ok. sais pas, je peux pas le mesurer ça non plus, mais moi ça m'a aidé en tout cas à me reconstruire. Je sais pas quel impact ça aura sur elle à long terme. Ouais, Euh, bien sûr. Bah, je vais cheminer avec ça, en tout cas. Je trouve que c'est ça qui est chouette quand on a conscience, ben, on chemine et quand on perçoit des choses qui peuvent ne pas nous convenir ou qui dysfonctionnent, et ben, on est en capacité d'aller chercher les ressources à l'extérieur, tout simplement. Ouais, clairement. Au Bah, moment où surtout ça dans se... ces périodes-là, je pense qu'on est hyper vulnérable et on a quand même marqué un passage qui est pas anodin. Je sais pas s'il y a des passages dans la vie qui sont aussi forts que ça.
sûrement d'autres, mais enfin, c'est quand même très, Ouais, je très pense fort. le passage aussi de la mort, hein. Ouais, c'est ça. Bah, Je de crois toute façon, que les deux sont interconnectés et, pendant longtemps dans nos vies et on a complètement occulté ces deux passages. Enfin voilà, comme si c'était quelque chose de, voilà, ça n'existe pas vraiment, quoi. La naissance et la mort, alors que c'est deux passages hyper importants et on a besoin d'être accompagné et préparé. Mm, complètement. Bah, de toute façon, une mort sur un plan est une naissance sur un autre. Voilà, exactement. Donc c'est très... Merci beaucoup, Sarah, pour tout ce que tu nous as transmis, partagé aujourd'hui. Si, si tu devais partager un conseil, voilà, à une femme qui aujourd'hui est dans ce processus-là de la naissance, ou peut-être aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont là et qui nous écoutent qui sont en désir d'un enfant, désir de concevoir et qui souhaiteraient être en connexion justement à cette âme, à la conscience de cette âme. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? de s'écouter, en fait, surtout parce que chacun a la connexion qu'il veut avec, enfin, qui est la plus naturelle pour soi. Ça peut... Moi, je suis passée beaucoup par la télépathie, la parole, mais parce que c'est mon moyen Mm. de communication. Peut-être qu'il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Bien Donc, sûr. je dirais qu'il faudrait s'écouter et juste d'avoir cet amour, je pense, pour le bébé à naître. Je sais que quand on en veut, on a en général de l'amour, mais vraiment cet amour pur dans les deux sens. Si on a conscience de ça, je pense que c'est déjà pas mal. Il n'y a pas vraiment De de choses à faire. revenir dans l'unité du cœur quelque Mm. part. Clairement, il n'y a pas vraiment de choses à faire en fait. C'est aussi une question de posture et de regard. Ouais, et puis peut-être si et on l'a déjà évoqué un peu, prendre un moment, ralentir par la méditation, par le yoga, Bien faire sûr. des pauses pour écouter, parce que finalement, pour être en connexion avec l'extérieur, il faut déjà se connecter et être en connexion avec soi-même. Ouais, ça c'est sûr que ça nécessite de l'espace pour ça, donc du vide, des temps, ça nécessite de ralentir, ouais. Hmm. Bah, merci beaucoup et je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Merci Anaïs, merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co. À très bientôt!